Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Léopold Storm. Pour ce podcast inédit, je vous propose une affaire qui a secoué la Belgique tout entière pendant des mois. Léopold Storm a 19 ans et il est accusé d'avoir tué son père, sa mère et sa petite sœur. Lui clame son innocence et il affirme au contraire être le seul survivant d'un horrible massacre. Mais dans ce cas, qui serait le tueur ? La réponse dans ce podcast inédit, riche en rebondissements. Tout commence en Belgique, à Bruxelles, le matin du 17 juin 2007. C'est un dimanche très paisible, et dans ce quartier situé en plein cœur de la capitale, un couple se présente au magasin de tissus de la famille Storm. Le commerce est ouvert, mais pourtant, il y règne un calme anormal. C'est un dimanche et en principe, ce type de magasin, il est fermé le dimanche, mais pas l'entrepôt des Storm. Dominique Demoulin, journaliste RTL TV, spécialiste des faits divers. Et donc, il y a des habitués qui viennent parfois rechercher des tissus qu'ils ont commandés préalablement. C'est le cas d'un couple. Et ils sont là à l'entrée, puis ils attendent que forcément on vienne les accueillir, et puis personne ne vient. Le téléphone sonne, personne ne répond au téléphone. Et puis à un moment, l'époux de la dame qui venait rechercher ses tissus se dit je vais passer derrière le comptoir. Donc il passe derrière le comptoir, il ne voit personne. Et puis il y a un petit bureau qui est là, juste derrière. Il se dit je vais aller voir jusque-là. Il y va, et là il découvre le corps donc de Madame Storm qui baigne dans une mare de sang. Le cadavre de Caroline Storm se trouve dans le bureau. Bernard Dauchaud, procureur général. Et puis après, il faut suivre un long couloir pour arriver dans la réserve où là, on va découvrir les corps de François-Xavier Storm, le père, non ? Et de Karlouchka, la sœur. Les corps sont découverts le lendemain des meurtres. Les 3 personnes ont été poignardées par des dizaines de coups de couteau. Immédiatement, la police criminelle de Bruxelles est alertée. À l'époque, c'est Jean-Michel Lemoine qui dirige le service des homicides. Donc, je suis responsable du service homicide à la police judiciaire fédérale de Bruxelles. Et le 17 juin 2007... Jean-Michel Lemoine, commissaire de police, directeur d'enquête. Mon grand patron, donc le patron de la police judiciaire, m'a demandé de descendre sur les lieux de ce triple homicide. D'après les premiers éléments d'enquête, on était en présence de 3 personnes de la même famille. Donc vraisemblablement père, mère et fille. De nombreux coups de couteau, de nombreux coups liés à l'usage d'une arme blanche. Jean-Michel Lemoine est accompagné d'un spécialiste des scènes de crime, Xavier Brols. Ce policier chevronné s'apprête à jouer un rôle essentiel dans cette affaire qui va bouleverser la Belgique tout entière. Je travaillais à l'époque au laboratoire de police technique et scientifique de la police judiciaire de Bruxelles. Donc c'est une équipe qui est disponible. Xavier Brols, commissaire de police technique et scientifique. Qui a pour mission d'intervenir pour récolter les indices, fixer la scène du crime. Il est ce qu'on appelle un expert. Et aujourd'hui encore, il se souvient de sa première impression. On est quand même frappé par la multitude des coups portés. Donc pour les 3 victimes, on arrive tout de suite à une petite centaine de coups de couteau. Que les victimes se partagent de manière inégale. Donc celle qui a ramassé le plus de coups, c'est la fille. Puisqu'on va retrouver des lésions au niveau des doigts, des mains, des bras.
qui laisse sous-entendre qu'il y a eu des mouvements de défense, en tout cas. On peut se poser la question d'un acharnement. Il y a du sang partout, hein. Le bureau de Caroline Storm et le cadavre, c'est 33 coups de couteau. Beaucoup de sang. Et ce sera confirmé par la suite que c'est généré tout simplement par la multitude de coups portés à l'aide d'une arme blanche. C'est un massacre, forcément, une centaine de coups de couteau, ça ne peut être qu'un massacre. Et puis, c'est du tissu, ce sont des tapis qui sont complètement imprégnés par le sang des victimes. C'est une affaire qui est intrigante en raison du nombre de victimes et de la manière dont ces victimes sont mortes. Donc 3 corps, c'est déjà pas habituel. On a déjà vécu beaucoup de choses, mais là, on est quand même en présence d'un crime extrêmement violent. Et cette violence ne colle pas avec ce paisible quartier situé en plein centre-ville et jalonné de petits commerces. C'est un quartier très particulier à Bruxelles. C'est le quartier des Marolles, c'est un quartier historique, c'est un quartier extrêmement populaire. Ce quartier, il est en contrebas du palais de justice, donc vraiment au centre de la ville. Et à l'époque, déjà, il y a pas mal d'antiquaires, de brocanteurs, des petits cafés, des rues pavées. Voilà, c'est un quartier pittoresque où les touristes vont volontiers. Les policiers contactent immédiatement l'entourage des victimes. Il faut recueillir le plus vite possible toute information qui pourrait être utile à l'enquête. C'est alors qu'ils apprennent qu'un 4e membre de la famille aurait échappé à ce massacre. Il s'agit de Léopold, le fils de 19 ans. Fort heureusement, le jeune homme était absent pour le week-end. Il se trouvait à La Panne, en bord de mer, dans un appartement appartenant au Storm. C'est là qu'il révisait ses examens de fin d'année. Léopold, son père l'envoyait dans l'appartement de La Panne, en général, avant les examens, pour qu'il travaille, pour qu'il prépare ses examens en étant un peu isolé. Les enquêteurs appellent le jeune homme et lui demandent de rentrer de toute urgence. On invite Léopold à se présenter à nous, de manière à avoir justement des explications par rapport à ce qui pourrait justifier justement une telle sauvagerie. Donc on démarre une enquête, donc on part de zéro, et on va exploiter les différentes pistes, hypothèses de travail possibles. Sans savoir ce qu'il attend, Léopold prend le premier train pour Bruxelles. Quand Léopold descend du train avec le policier, ils vont vers le commissariat et forcément il doit bien lui expliquer ce qui s'est passé. En l'occurrence que son père, sa mère et sa sœur sont morts, tous les 3. Et je crois qu'à ce moment-là, il va pleurer. Il va à ce moment-là pleurer. En un instant, l'univers de Léopold s'effondre. Il vient de perdre toute sa famille. Les policiers le prennent en charge. D'autant que le jeune homme est déjà fragilisé. Il s'est blessé dans un accident de vélo et il vient tout juste de faire recoudre sa main. Il est transféré vers le commissariat de police de Bruxelles pour pouvoir procéder à son audition. Je me souviens que la collègue a tout de suite communiqué le fait qu'il portait des blessures aux mains. Il a été entendu par rapport à ses blessures. Il a dit qu'il avait fait un accident de vélo. Les policiers le mettent à l'abri dans leurs locaux et commencent une enquête minutieuse sur cette famille Storm. Qui sont-ils ? Et qui pouvait leur en vouloir ? Le père François-Xavier Storm était quelqu'un d'extrêmement honnête, de travailleur, pour qui un franc était un franc. Son épouse, elle partageait totalement les valeurs de son mari. On a tout de suite eu les informations qu'il s'agissait d'une famille de commerçants qui avait donc pignon sur rue et donc qui avait commencé au départ avec de la brocante, si j'ai bonne mémoire, et qui avait ouvert un magasin de tissus. Là, ils avaient plusieurs biens immobiliers, donc c'est des gens tout à fait respectables. C'est la famille parfaite.
Sur toutes les photos, ils sont plutôt endimanchés, bien habillés, ils sont à des fêtes, fêtes de mariage, fêtes de fin d'année, ou bien ils sont en vacances, à la mer, à la montagne. Dominique Demoulin, journaliste RTL TV, spécialiste des faits divers. Donc c'est plutôt une famille aisée, des gens bien élevés, avec 2 grands-enfants qui vont évidemment faire de brillantes études et qui vont évidemment réussir dans la vie. Il vivait au Sablon à Bruxelles, qui est un des quartiers les plus chics et les plus emblématiques de Bruxelles. Ils ont encore pas mal de propriétés, effectivement. Il y a ce magasin, cet entrepôt au centre de Bruxelles. Il y a un appartement à La Panne, donc à la côte belge. Et puis ils envisagent d'acheter une maison en Grèce, d'aller s'établir là-bas. Bref, les Storm font partie de la bonne bourgeoisie bruxelloise. Une famille idyllique. C'est la famille parfaite. Cette famille était un exemple pour tout le monde. Jean-Philippe Mayence, avocat de Léopold Storm. Un exemple de conciliation, un exemple de douceur, un exemple de franchise, un exemple d'amour. Enfin, vraiment, il n'y avait pas un nuage sur cette famille. C'est une famille fusionnelle. Une famille qui tout baigne dans l'harmonie, dans l'amour, dans les déclarations d'amour, dans les comportements d'amour. Bernard Dauchaud, procureur général. Un des témoins utilisera plus tard cette expression, une famille un peu à Alice au pays des merveilles. Et puis il y a le jeune Léopold qui poursuit de brillantes études. Depuis quelques mois, il file le parfait amour avec la jeune et jolie Axel qu'il a rencontrée à l'université. Et Léopold, qui montre de l'amour à tout le monde, qui les tonnes de petits post-it sur les frigos. Papa, je t'aime, maman, je t'aime, ma soeur, je t'aime. Mais alors, pourquoi cette famille sans aucune ombre au tableau se retrouve-t-elle au cœur d'un horrible fait divers ? Les policiers comptent sur Léopold pour les éclairer sur cette histoire. Interrogé, le jeune homme émet une première hypothèse. Sa famille a de l'argent et ils font forcément des envieux. Alors il pourrait s'agir d'un vol qui aurait mal tourné. Cette piste des malfrats, il n'y a rien qui permet de l'étayer. Et puis, des voleurs, ils emportent quelque chose. Là, on n'a rien emporté. Donc il y a le sac de Caroline, notamment. Dans ce sac, il y a de l'argent. Il y a l'argent de la caisse, tout simplement. Il y a d'ailleurs une montre de valeur, qui est celle de François Xavier. Il a toujours la montre à son poignet. Donc, on a du mal à croire à cette piste, effectivement, des malfrats, du vol et des meurtres pour cacher les vols. Pour l'expert, les constatations sur les lieux ne collent pas vraiment avec la version du simple vol. Alors, toujours en compagnie des policiers, Léopold réfléchit. Il cherche tous les événements qui pourraient avoir un sens dans cette affaire. Et soudain, un élément lui revient. Léopold Storm va nous expliquer que son papa serait tombé dans le cadre d'une escroquerie qui aurait été mise en place par un groupe d'origine africaine. Xavier Breuls, commissaire de police technique et scientifique. Et dans lequel, en fait, on parle de machines qui permettraient de blanchir des billets. Et donc, il va expliquer qu'on lui aurait confié la machine qui permettait ce type de manœuvre. Un riche patron qui tombe entre les griffes de criminels sans scrupules, ça s'est déjà vu à Bruxelles. Et d'après Léopold, ce serait arrivé à son père. On aurait fait chanter le papa, qui aurait caché à sa famille qu'effectivement on le faisait chanter. Denis Bosquet, avocat des parties civiles. Et il y avait une dette, ce magasin fonctionnait finalement pas si bien que ça non plus. Et donc effectivement, il y avait des difficultés financières qui pouvaient apparaître. Le père de Léopold aurait eu des déboires avec des dettes financières. Jean-Michel Lemoine, commissaire de police, directeur d'enquête. Ou les billets noirs, comme on dit.
Il s'agirait donc d'une sombre histoire de blanchiment d'argent. Alors les policiers repartent sur le terrain et sollicitent tous leurs indicateurs. Mais malgré un solide travail d'enquête, c'est l'impasse. Tout ça a absolument été vérifié et on n'a jamais abouti à quoi que ce soit à ce niveau-là. À partir du moment où il n'y a rien qui permet d'étayer la piste de malfrats, de voleurs, qu'il n'y a rien non plus qui prouve que cette famille avait des ennemis, on n'a rien trouvé de ce côté-là. Pour Xavier Brols, l'expert de la police scientifique, pas question de lâcher l'affaire. Il décide donc de repasser au crible la scène de crime. Et sa ténacité va finir par payer. Pour vous donner une idée, l'ensemble de ce dossier ne comprend pas moins de 4000 images. Il y a un nombre assez impressionnant de prélèvements qui sont réalisés. Donc ça peut être la recherche d'empreintes digitales, par exemple. Dans ce dossier, on a sélectionné et on a analysé 165 prélèvements. C'est juste énorme. Et donc, chaque victime va faire l'objet de toute une série d'examens. Parmi des dizaines d'éléments relevés, l'un d'eux va particulièrement attirer son attention. On a eu l'attention assez rapidement attirée par la présence de fragments, de traces de semelles de chaussures ensanglantées, qu'on va retrouver autour des corps. Pour Xavier Brols, cette trace de pas est un grain de sable capital. Cela va lui permettre de déjouer un incroyable scénario machiavélique. À Bruxelles, la nouvelle du massacre se répand. Une pression supplémentaire pour les policiers car l'affaire prend une ampleur nationale et toute la Belgique est sonnée. Les journalistes de tout le pays sont sur le qui-vive. C'est une affaire qui est très médiatisée pour toute une série de raisons. D'abord parce qu'elle est atypique, évidemment. Par le nombre de coups de couteau, la violence, c'est assez particulier dans une famille qui est idyllique finalement, soudée, parfaite, équilibrée. Et puis, c'est le milieu aussi. C'est un milieu aisé, c'est un milieu bourgeois. Et ça pose question par rapport à toutes les autres familles. Finalement, ça peut arriver n'importe où, à n'importe qui, à la plus belle des familles. Pour l'expert Brols et ses collègues, il est urgent d'agir. Il commence par s'intéresser de plus près à l'une des trois victimes, Karlouchka, la fille de la famille, car les agresseurs se sont acharnés sur elle. 44 coups de couteau. Pourquoi une telle violence ? Ils vont donc s'intéresser à son emploi du temps au cours des dernières heures. Et pour commencer, ils passent au crible son téléphone. Comme dans nombre d'autres affaires criminelles d'ailleurs, c'est la téléphonie qui va donner un point de départ à cette enquête. Karlouchka a reçu un appel très peu de temps avant sa mort. Et la dernière personne à avoir contacté la jeune fille, c'est son frère, Léopold. Le jeune homme aurait donc appelé sa sœur depuis le bord de mer où il se trouvait au moment du meurtre. Mais alors, pourquoi n'en a-t-il pas parlé aux policiers ? L'officier Brols n'est pas au bout de ses surprises. Léopold Storm dispose de 4 ou 5 appareils GSM différents. Ça va permettre sa localisation. Le téléphone de Léopold va permettre d'établir qu'effectivement, il n'a pas dit toute la vérité, c'est le moins qu'on puisse en dire, et qu'il n'a pas passé tout son week-end à La Panne, qu'il est revenu à Bruxelles. On va vite s'apercevoir qu'en fait, il est venu à Bruxelles le samedi 16 et il est arrivé à la gare du Midi où on le voit borné aux alentours de 17h et il repart vers la côte aux alentours de 19h. On va s'apercevoir, ce qu'il avait toujours nié, on va s'apercevoir qu'il était à Bruxelles le jour des faits et au moment des faits. Les images de vidéosurveillance de la gare de Bruxelles ne laissent aucun doute aux policiers. Léopold y apparaît clairement le samedi 16 juin. Pourquoi ce retour à Bruxelles ? Pourquoi être reparti après à la mer ? Toutes ces questions, évidemment, elles sont ouvertes.
C'est un tournant radical pour les enquêteurs. Léopold, qui jusqu'ici était un simple témoin, voire une victime, devient un protagoniste intrigant. Pourquoi leur a-t-il caché cet aller-retour à Bruxelles au moment du meurtre ? Il est entendu à nouveau. Il n'a pas le choix, effectivement, il doit bien avouer un certain nombre de choses, donc qu'il est revenu à Bruxelles, qu'il est allé au magasin de ses parents, et c'est là qu'on va avoir une deuxième version. Léopold explique que lors de son week-end au bord de la mer, il a perdu son portefeuille à la panne. Il a donc décidé de faire un aller-retour imprévu à Bruxelles pour y récupérer des papiers. Pour les enquêteurs, ce voyage change tout. Léopold se serait donc trouvé auprès de ses parents au moment du meurtre, ce qu'il confirme finalement aux policiers. Et il leur livre une histoire incroyable. Il était dans le magasin quand, dit-il, des hommes en noir sont arrivés. Dominique Demoulin, journaliste RTL TV, spécialiste des faits divers. S'en sont pris à ses parents, ont tué sa mère, son père, sa sœur. Léopold affirme avoir été lui aussi agressé par ces mystérieux tueurs en noir. Il raconte qu'il était inconscient pendant un moment. Quand il reprend connaissance, il voit les corps de son père et de sa sœur à côté de lui. Le couteau sur le corps de sa sœur, donc il va enlever ce couteau. Il va paniquer, puis il ne sait plus ce qu'il doit faire. Il ne sait plus comment il s'appelle quasiment. Il se dit je vais retourner à la panne. Les enquêteurs s'interrogent. Pourquoi n'a-t-il pas appelé la police ? Alors Léopold Storm va nous expliquer que donc, si Léopold Storm parlait des agresseurs, les agresseurs s'en prendraient à sa famille, ce qui reste, et à sa copine. Pour les policiers, cette version semble peu crédible. Léopold devient subitement un sérieux suspect. Mais comment ce jeune homme bien sous tout rapport, à peine sorti de l'adolescence, aurait-il pu commettre un triple crime aussi sanglant et atroce ? Les enquêteurs sont au début d'une des affaires les plus mystérieuses que la Belgique ait jamais connues. Alors que Xavier Breul commence à suspecter le jeune Léopold, il découvre pourtant un indice qui confirme la version des faits du jeune homme. On a retrouvé de l'ADN qu'on a appelé X, puisque c'est quelqu'un d'inconnu, et par la suite même un Y. Ça veut dire qu'il y a 2 ADN qui étaient non identifiés. Alors, la juge d'instruction a pris ça très au sérieux. Jean-Philippe Mayence, avocat de Léopold Storm. Ils ont fait vérifier les ADN de tous les intervenants, que ce soit des policiers, les premiers secours, etc., pour vérifier s'ils n'avaient pas laissé leur ADN. Puisque comme on a vérifié et que c'est pas eux, et qu'ils n'ont pas laissé leur ADN, à qui sont ces ADN ? Ces 2 ADN pourraient confirmer la présence de tueurs sur place le jour du crime. Alors Xavier Breul continue de faire parler la scène de crime. Et il s'aperçoit que quelqu'un a essayé de la nettoyer. Ces fameux tueurs en noir ou Léopold lui-même. Le jeune homme est à nouveau sur la sellette, mais il se justifie. Il a peur qu'on l'accuse, évidemment, de ces meurtres. Son père, sa mère, sa sœur ont été tués. Comment se fait-il que lui ait la vie sauve ? Donc il se dit, à tous les coups, moi je serai le premier suspect. Et on va pas me croire quand je vais raconter cette histoire de malfrats qui s'en sont pris à ma famille. Alors Léopold Storm va nous expliquer qu'il a nettoyé la scène de crime, et donc pour effacer les traces, parce qu'il ne voulait pas être impliqué dans les faits. Jean-Michel Lemoine, commissaire de police, directeur d'enquête. Ensuite, il va se changer, il va se débarrasser de ses vêtements à lui qui sont maculés de sang pour les jeter à la côte, dans les différentes poubelles. Cette nouvelle explication conforte les policiers dans leur idée que Léopold serait bien impliqué dans le triple meurtre. Alors, pour essayer de mieux cerner ce personnage étrange,
ils décident d'étudier d'un peu plus près la personnalité du jeune homme. Et ils ne vont pas être déçus. Il est étudiant, plus touriste qu'étudiant selon moi. Donc dans la mesure où il va rater sa première année parce qu'il n'a pas suffisamment étudié. Mais on va aussi apprendre que ses parents, donc, ils ont découvert le fait qu'il fume régulièrement du hashish. Par ailleurs, on va se rendre compte aussi qu'il se livre à un trafic de hashish. On va découvrir qu'il est assidu à certains produits stupéfiants, mais également des champignons hallucinogènes. Voilà en tout cas quelqu'un qui fume des joints, peut-être une dizaine de joints par jour, plus des champignons hallucinogènes. Bernard Dauchaud, procureur général. Et par-dessus le marché, il organise un bon petit trafic de cannabis avec 2-3 copains à l'université. On va en prendre par l'entourage que les parents sont quand même inquiets quant à l'avenir de Léopold, parce qu'il ne va pas dans le même sens que sa sœur, qui est particulièrement studieuse et sérieuse. Les enquêteurs découvrent que Léopold n'est pas du tout ce jeune homme parfait, souvent présenté comme un premier de la classe. Ils vont mettre au jour d'autres facettes de lui, beaucoup plus inquiétantes. Il est dur. Mais il y a quand même un de ses copains qui raconte aussi dans le dossier qu'une fois, il a eu une bagarre avec 3 autres gars et qu'il les a tabassés tous les 3. Et même la petite amie de Léopold, dont il est fou amoureux, révèle des éléments troublants. On va avoir entre autres sa copine qui va nous raconter qu'il était toujours porteur d'un couteau. Il aimait les couteaux, il leur donnait un nom. L'enquête va révéler qu'il aimait bien le couteau, qu'il appelait des lames. Et à certaines de ces lames, il va donner un prénom. Il lui arrivait de découper des rats, par exemple, vivants, enfin c'était des trucs, excusez-moi, mais... C'est quand même assez particulier. Pour les policiers, il y aurait derrière le gentil Dr Jekyll un troublant Mr Hyde, une part sombre qui ne date pas d'hier. Il apparaît que ce jeune homme bien sous tout rapport, il n'est pas vraiment bien sous tout rapport. Par exemple, alors qu'il avait 15 ans, il a mis le feu au labo de chimie dans l'école où il est étudiant. Un événement qui, à l'époque, avait failli tourner au drame. Le bâtiment est habité par un concierge et sa famille. Il a incendié ce labo de chimie et pire, il a ouvert le gaz dans le labo. Donc tout risquait effectivement de sauter. Heureusement, ça n'a pas fait de victimes. L'enquête de personnalité révèle donc un jeune homme qui, sous des dehors affables, peut se montrer d'une grande brutalité. Donc pour les enquêteurs, il aurait pu commettre ces 3 meurtres. Mais Léopold ne change pas de version et il affirme toujours être victime d'une bande de tueurs. Alors, les policiers enchaînent les interrogatoires. Ils tentent de déceler des contradictions dans son récit pour lui faire avouer ses meurtres. C'est un véritable rapport de force qu'il y avait entre Léopold Storm et l'équipe d'enquête, puisque chaque fois qu'il était soumis à une contradiction ou à un élément qui n'était pas cohérent avec ses déclarations, il a inventé une nouvelle version. Et ça, c'est tout à fait intéressant et c'est tout à fait particulier. Vous voulez mon sentiment? Donc normalement, un policier ne donne jamais de sentiment, mais moi je peux vous dire que c'est un festival de mensonges. Puisque vous avez une première thèse qui consiste à dire qu'il n'est pas là, une deuxième thèse qui consiste à dire qu'il est là, qu'il a assisté mais qu'il n'a rien pu faire, et une troisième thèse qui consiste à parler de menaces dont le papa aurait été victime, une quatrième thèse qui consiste à dire qu'on a d'abord tué un membre de la famille puis que la sœur est arrivée mais que lui s'est enfui, enfin bref.
ça va être très incohérent à certains moments. Tout ça ne ressemble plus à rien, quelque part. Hein. Et les explications qu'il apporte par rapport à ces éléments ne tiennent absolument pas la route. Il y a des caméras de vidéosurveillance dans le quartier, il y a des commissariats de police qui sont à proximité, mais il n'y a rien. Rien. Pourtant, Léopold maintient sa version. Une version confortée par la présence des mystérieux ADN X et Y sur la scène de crime. Mais Xavier Brols découvre de nouveaux indices qui, cette fois, pourraient incriminer Léopold. On avait eu l'attention attirée par des petites gouttelettes sur le fameux chemin du couloir qu'il y a lieu d'emprunter entre le bureau et l'entrée du magasin. Xavier Brols, commissaire de police technique et scientifique. Parce que c'est disproportionné par rapport à la quantité de sang que l'on retrouve autour des 3 victimes. Et ce qui m'a tout de suite fait penser à un auteur blessé qui est sur le chemin du départ. Se pourrait-il que cet auteur soit Léopold ? Car les policiers se souviennent d'un détail lors de leur première rencontre avec le jeune homme à son retour de la panne. Il ne faut pas oublier cette trace aussi qu'il a au niveau des mains. Quand on a l'habitude des homicides avec arme blanche, on a quand même régulièrement des traces, surtout quand on donne autant de coups de couteau, ça peut laisser des traces sur les mains. L'analyse de ces traces de sang va nous apporter plusieurs éléments excessivement intéressants, notamment que toutes ces petites gouttelettes que l'on retrouve dans ce couloir appartiennent à Léopold Storm. Pour la défense, si la présence de ce sang confirme que Léopold était bien sur place, comme il le dit, elle ne prouve pas du tout qu'il ait été un tueur, mais plutôt l'une des victimes agressées par les hommes en noir. Malgré cet indice contesté par la défense, les policiers élargissent les recherches. Car si Léopold a reconnu avoir tout fait disparaître, il a peut-être oublié un détail. Déjà le dimanche soir, il y a eu une perquisition à La Panne. Et donc lors de cette perquisition, il y a déjà des vêtements qui sont retrouvés en train de sécher dans la salle de bain. Ces vêtements vont être saisis et vont nous être confiés pour un premier examen au niveau du labo. Et donc là, mon attention va être attirée par une paire de chaussettes de couleur noire. Lors d'un examen approfondi de cette chaussette, quand on va la retourner, il y a une des bouclettes du motif du petit motif qui présente une petite trace rougeâtre qui va attirer notre attention et donc dont on va suggérer bien sûr l'examen au niveau ADN. Le résultat tombera et en fait c'est du sang qui appartient au papa de Léopold Storm. Cette fois, Xavier Brols a retrouvé le sang du père de Léopold sur le jeune homme. C'est donc qu'il était vraiment tout proche de lui quand il a été tué. Cela ne prouve toujours pas que Léopold est le meurtrier, mais petit à petit, l'étau se resserre. Et là encore, c'est Xavier Brols, l'expert, qui va faire avancer l'enquête. On va refotographier toutes les traces de semelles de chaussures visibles, ensanglantées. On va assembler ces pièces et le but de cette intervention, c'est d'essayer de recomposer une semelle complète. Et là, je vais prendre contact avec une collègue qui est vraiment spécialisée en matière de semelles, en traces de semelles de chaussures. Assez rapidement, cette collègue va pouvoir nous informer que cette trace de semelle de chaussure provient d'une chaussure de marque Artengo qui est en vente dans les décathlons. Et on est face à une pointure de 46, donc qui est quand même plus grand que la norme. En effet, cette pointure 46, ça n'est pas habituel, mais il se trouve que c'est celle de Léopold. On ne trouve les traces que d'une seule personne. Jean-Philippe Mayence, avocat de Léopold Storm. Ça veut dire qu'on ne voit qu'une semelle. Là encore, Léopold se défend. Il était sur les lieux, donc cette trace de chaussure, c'est normal. Mais les enquêteurs marquent un point lorsqu'ils précisent que ces traces n'ont pas été retrouvées n'importe où. Elles étaient sur le corps de la jeune Karlouchka.
dont d'ailleurs une semelle sur le ventre de sa sœur, donc c'est quand même pas banal sur le corps, ça c'est un élément important. On va lui demander s'il possède des chaussures Artengo. Et là, il va répondre par la négative. Une information formellement contestée par sa petite amie. Il y a une contradiction entre sa version et celle d'Axel. Donc sa compagne, sa petite amie de l'époque. Jean-Michel Lemoine, commissaire de police, directeur d'enquête. Qui dit que Léopold avait acheté 2 paires d'Artengo, alors que Léopold lui dit qu'il n'avait jamais eu ces chaussures-là. C'est le premier élément matériel majeur, puisque c'est la trace de semelle qui est omniprésente sur la scène de crime. Si, au terme de cette enquête, les policiers ont beaucoup d'indices à charge, ils ne détiennent toujours pas de preuves irréfutables qui démontreraient la culpabilité de Léopold. Et surtout, la défense du jeune homme pointe un chaînon manquant, le mobile. Si Léopold est coupable, pourquoi aurait-il massacré ses parents et sa sœur ? Les policiers découvrent alors que les relations entre Léopold et sa famille n'étaient pas au beau fixe. La principale question, c'est évidemment quel est le mobile. Dominique Demoulin, journaliste RTL TV, spécialiste des faits divers. Comment est-ce qu'un jeune homme, apparemment bien sous tout rapport, en arrive à tuer son père, sa mère et sa sœur ? Les policiers vont découvrir que les relations ne sont pas aussi idylliques que Léopold veut bien le raconter, entre lui et sa famille, son père en particulier. On découvre qu'il y a de la tension entre Léopold et son père. Denis Bosquet, avocat des parties civiles. Qu'il y a des problèmes de drogue, qu'il y a des champignons hallucinogènes. Son père lui a mis un ultimatum, soit il réussit son année scolaire, soit s'il rate, il lui coupe les vivres. Donc forcément, ça ne lui plaît pas au jeune homme. Qui plus est, il y a des tensions avec sa petite amie. Petite amie qui envisage de partir au Canada. Sa petite amie lui annonce qu'elle va partir pendant 6 mois en Erasmus au Canada. Bernard Dauchaud, procureur général. Et ça l'obsède. Donc il se dit qu'il pourrait peut-être bien l'accompagner au Canada, mais son père, encore une fois, s'y oppose. Et lui dit qu'il n'en est pas question, qu'il doit d'abord terminer, effectivement, les études qu'il a entreprises. Léopold aurait donc annoncé à ses parents son intention de partir au Canada avec sa petite amie. Et il se serait heurté à un refus catégorique. Je pense qu'il a dû y avoir quelque chose qui, dans le cerveau de Léopold Storm, a dû faire un court-circuit, a dû provoquer un court-circuit. Il y a eu nécessairement quelque chose à ce moment-là. Et ça n'est pas tout. Les policiers découvrent en effet un autre mobile encore plus inattendu, le trafic de cannabis auquel se livrait Léopold. C'est que Karouchka va découvrir ça. Et va dire ça, et va le dénoncer à ses parents. En disant, vous savez ce qu'il fait Léopold ? Il va organiser un réseau de trafic de canne à l'université. Pour Bernard Dauchaud, le procureur, la répartition si inégale des coups de couteau entre les 3 victimes est peut-être déjà un élément de réponse. 24 coups de couteau pour le père, que Léopold a toujours considéré comme étant son confident. 33 pour la mère et 44 pour la sœur, qui était considérée comme étant la traîtrise. Tous les coups ont été assénés dans son dos et à l'arrière du crâne. Au terme de l'instruction, la violence avec laquelle Karlouchka a été massacré devient déterminante pour les enquêteurs. Ils ont désormais un mobile et toute une série d'indices graves et concordants. Mais de son côté,
Léopold nie toujours farouchement et il affirme que le dossier ne contient aucune preuve matérielle contre lui. Le jeune homme est pourtant renvoyé devant la cour d'assises de Bruxelles. Il risque la perpétuité, sauf s'il parvient à convaincre la cour qu'il est bien une victime et pas du tout un coupable. Octobre 2010, à Bruxelles. Le palais de justice est pris d'assaut. À l'intérieur, c'est salle comble. On peut s'asseoir dans la salle ? Tout le monde veut voir à quoi ressemble ce jeune homme accusé d'un triple crime atroce. Mais il y avait tellement de monde qu'il n'y avait pas moyen. Et là, la présidente, Mme Gérard, avait dû demander à la police d'intervenir pour qu'on puisse faire de la place et laisser passer les témoins. Il n'y avait pas moyen. Je n'ai jamais vu ça. Je déclare donc les débats ouverts en cause de Léopold Storm. Vous pouvez vous asseoir. Je n'ai jamais vu autant de monde. Karine Gérard, présidente de la cour d'assises. J'avais cette impression qu'on était dans un procès peut-être un peu mondain, the place to be. Un jeune homme de bonne famille qui tue sa famille, c'est pas tous les jours que ça arrive. Et puis, c'est le milieu aussi dont vient Léopold Storm. C'est un milieu aisé, c'est un milieu bourgeois. Moi, je me souviens, la première fois que je l'ai vu dans ce box des accusés, c'est un jeune homme bien sous tout rapport, propre sur lui, bien habillé, avec son petit pull bleu marine, là. C'est pas le genre d'accusé que l'on voit fréquemment. Cette affaire, elle a fasciné parce que ça peut être vous demain, que vous soyez victime, comme ça. Jean-Philippe Mayence, avocat de Léopold Storm. Ou que vous ayez à l'intérieur de votre famille un enfant qui peut-être a des problèmes de stupéfiants, qui peut-être a des problèmes d'alcool, mais qui en même temps a fait des études, etc. Ben ça passionne les gens. Ben alors vous vous dites, waouh, ça c'est incroyable. Ce procès est long, il est difficile. Le dossier est touffu, il est difficile. C'était un procès d'une tension. Un procès dont je suis sorti essoré. Le premier jour, tous les regards se tournent vers l'accusé. Son comportement sera déterminant et il devra convaincre les jurés qu'il n'est pour rien dans la mort de sa famille et qu'il a été, lui aussi, agressé par ces mystérieux tueurs. Lorsqu'il prend la parole, l'assistance retient son souffle. J'étais présent le 16 juin 2007. Mais je peux vous affirmer, je peux vous assurer, je peux vous jurer que je n'ai pas tué mes parents et que je n'ai pas tué Karlouchka. Tous les éléments matériels l'accusent. Il y a 36 versions différentes. Le sang, c'est uniquement le sang de la famille. Les traces ADN, pareil. On n'a rien emporté. Enfin bon, tout est contre lui. Mais malgré ça, pendant toute la durée de cette instruction et pendant tout le procès, il va maintenir qu'effectivement, il y a eu des agresseurs qui étaient dans ce magasin, qui ont agressé sa famille, et que si on l'a laissé en vie, lui, eh bien, c'est peut-être pour lui faire porter le chapeau. Justement, c'est machiavélique. Il est le seul survivant, donc forcément, on va l'accuser, alors que, dit-il, il n'a rien à voir dans la mort de ses parents. Un élément joue en faveur de Léopold. Son allure de fils de bonne famille, de jeune homme tiré à 4 épingles. Il n'a pas du tout le profil d'un meurtrier hors norme. La défense abat alors une première carte. Un argument qui surprend même la présidente de la cour d'assises. Une partie de la famille Storm soutient Léopold. Moi, la partie civile dont je me souviens le plus, c'est la grand-mère. C'était une dame vraiment qui ralliait son monde à sa cause. Et sa cause, c'était la vérité que disait Léopold quand il disait ne pas avoir tué sa sœur, son père, sa mère. Cette croyance qu'elle avait en l'accusé, qui a dû certainement beaucoup le soutenir. Et je pense que, voilà, il y a des mécanismes humains qui font qu'on se barricade. Denis Bosquet, avocat des parties civiles. Et que ce qu'on ne veut pas entendre, on ne veut pas l'entendre. Ce qu'on ne veut pas voir, on ne veut pas le voir.
Mais c'est tellement inimaginable qu'une famille ne croit pas que ce gamin ait fait ça. Tellement c'est l'horreur. Donc ça dépasse l'entendement. Il était soutenu à 2000% par sa famille. Il était soutenu de manière absolue, quel que soit le changement de discours. Mais la présidente ne se laisse pas impressionner. Elle veut pousser Léopold dans ses derniers retranchements pour tenter d'obtenir ses aveux. Moi, j'avais une technique terrible d'interrogatoire. Le dimanche 17 juin 2007, que vous avez admis vous-même avoir dit des choses qui étaient inexactes. Oui. Pourquoi ? Je laisse dormir, etc. Et puis, boum, au moment où on ne s'y attend pas, comme une vipère, je pose la question et hop, l'accusé tombe dedans. Vous vous rappelez de cette déclaration ? Oui. Et donc, vous ne la maintenez plus, on est d'accord ? Et il y a des choses qui sont vraies là-dedans, mais c'est... Il y a des choses qui sont vraies là-dedans. Ouais, mais je veux dire, ça sert à... Je veux dire, ça... Quoi ? J'ai pas été... Oui, il y a des choses qui sont vraies dans ces déclarations, mais c'est... Lesquelles ? Parce que j'ai été très incisive. C'est moi qui l'ai poussé dans toutes ces contradictions. Parce que ça montrait qu'il mentait. Si le jeune Léopold est déstabilisé, il n'avoue toujours rien. Le procès fait du surplace. Mais l'accusation contre-attaque et décide de diffuser le message que Léopold a laissé à son père, alors qu'il savait très bien qu'il était déjà mort. Ce qui a pesé terriblement lourd, et je suis encore un peu glacé aujourd'hui quand j'en parle, c'est qu'en réalité, il retourne à la mer et là il appelle son père. Et on a passé ce message vocal. Message qu'il adresse à son père à ce moment-là est glacial. Bernard Dauchaud, procureur général. Allô papa, c'est Léopold. C'est pour dire que tout se passe bien à la mer, à part qu'il fait très mauvais. C'est pour avoir en fait des nouvelles, pour voir comment ça se passe à la maison. Donc tu peux me rappeler quand tu veux, aucun problème, je te fais de gros bisous, papa, bonne nuit. On lui dit, mais monsieur, vous vous rendez compte que vous nous dites que vous avez assisté et que vous avez laissé un message vocal ? Et alors il dit, oui, j'ai laissé un message vocal, mais c'est parce que je voulais pas qu'on puisse croire que j'étais là, donc je me créais un alibi. Ce comportement méthodique et d'un étrange sang-froid accable Léopold, qui a du mal à justifier ce coup de fil. Il va déclarer ceci aux enquêteurs. Lorsque j'ai appelé mon père et ma sœur, je savais bien qu'ils ne me répondraient plus. Je voulais absolument me disculper. Je devais faire le petit garçon gentil qui s'inquiète pour son papa. À mi-parcours des audiences, la défense et l'accusation font jeu égal. L'issue est totalement incertaine. Léopold pourrait s'en tirer, car sa version des hommes en noir tient toujours la route. Mais subitement, le procureur fait une révélation qui change tout. Un rapport d'expertise ébranle la thèse des mystérieux tueurs. Les fameux ADN inconnus seraient en fait très antérieurs au jour du drame. On a ouvert des possibilités d'explication. Xavier Breuls, commissaire de police technique et scientifique. Notamment par rapport à ces ADN aussi, mais les recherches n'ont pas livré de résultats probants. Il n'y a donc aucune preuve de l'existence de ces fameux tueurs le jour des faits. Et le procureur enfonce le clou avec le mode opératoire. Plus de 100 coups de couteau, un acharnement qui évoque plutôt une vengeance personnelle qu'un crime crapuleux. Et il y a quelque chose d'affectif dans la manière dont ces gens ont été tués. Dominique Demoulin, journaliste RTL TV, spécialiste des faits divers. Et ça peut pas venir d'un malfrat, de quelqu'un qui est passé par là. Il faut quand même s'imaginer que là, on parle de plus de 100 coups cumulés, c'est énorme. Il est vrai aussi de dire, et j'ai été obligé de le lui dire... Jean-Philippe Mayence, avocat de Léopold Storm. Ce n'est pas très habituel, dans une agression ou dans un vol, de se trouver avec un semblable acharnement. Il y a nécessairement quelque chose de personnel dans une affaire comme celle-ci. Dans une affaire où les trois victimes sont le père, la mère et la sœur, et où l'accusé est le fils de famille,
la manière dont les faits ont été commis, l'endroit où les faits ont été commis, le moment où ces faits ont été commis, et tout ce que va révéler, il y a quelque chose de personnel. Le coup de grâce intervient lorsque l'accusation évoque le massacre des parents Storm et de leur fille. Tous les regards se tournent à nouveau vers le box de l'accusé. À la cour d'assises, on projette les photos. On projette les photos de la descente. On projette les photos des autopsies. Donc les 101 coups de couteau, on les a vus sur grand écran. On projette des horreurs. Il regardait tout ça comme si ça ne le concernait pas, mais pas comme quelqu'un de complètement effondré, prenant conscience de ce qu'il avait pu faire. Il avait un regard inquiétant, qui avait les allures d'un agneau. Le procès a basculé. Plus personne ne croit à l'innocence de Léopold. Une seule question préoccupe dorénavant la presse et le public. À quelle peine sera-t-il condamné ? Reconnu coupable et responsable de ces actes, Léopold Storm a été condamné à 26 ans de prison cet après-midi. Fin d'un procès ultra médiatisé. Beaucoup d'affaires laissent des souvenirs, mais celle-là m'a laissé un souvenir tout à fait particulier. On était dans une affaire qui avait un côté extraordinaire au sens propre du terme. Toute une famille qui est décimée comme ça, et on accuse le fils restant de l'avoir commis. C'est vraiment quelque chose qui sort de la norme. Honnêtement, il fallait essayer de comprendre, c'était dur. Il est évident qu'on peut parler d'une affaire hors norme. Un jeune homme de 19 ans qui est accusé d'avoir porté 24 coups de couteau à son père, 33 à sa mère et 44 à sa sœur. Ça n'arrive pas tous les jours. Donc il n'y a plus que Léopold avec sa vérité, et Léopold qui ne parlera certainement jamais. Depuis sa prison, Léopold continue de clamer son innocence et il multiplie les demandes de remise en liberté. En 2017, le tribunal d'application des peines accepte sa requête. Léopold Storm vit désormais libre. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Le vent soufflait sur les ruelles pavées d'Uccle ce matin-là. Un vent tiède de juin qui faisait danser les feuilles dans les jardins bourgeois. Les voisins sortaient les chiens, les volets s'ouvraient lentement, et rien, absolument rien, ne laissait présager que derrière une façade blanche et tranquille, un drame allait bientôt éclater. La maison des Storm, une bâtisse discrète à 2 étages, semblait figée dans la paix. Pourtant, à l'intérieur, la tension montait depuis des semaines. Léopold, le fils unique, 18 ans, étudiant à la faculté Saint-Louis, rentrait de plus en plus tard. Son père, Jacques, un homme austère, professeur de sciences économiques, lui reprochait ses fréquentations, son manque d'effort, ses idées confuses sur l'avenir. Sa mère, Christiane, tentait de calmer les choses, mais sa voix douce se perdait souvent dans le vacarme des disputes. Et puis il y avait Valérie, la sœur aînée, plus effacée, plus discrète, mais toujours là, témoin silencieuse des éclats familiaux. Ce samedi 7 juin 2008, l'air avait une lourdeur étrange. Léopold se leva tard, le visage pâle, les yeux cernés. La nuit avait été longue, passée entre messages sur son téléphone et une étrange sensation d'oppression qu'il n'arrivait pas à nommer. En bas, la voix de son père résonna. « Léopold, descends, il faut qu'on parle. » Le ton n'admettait aucune réplique. Il descendit, traînant les pieds, évitant le regard sévère de Jacques Storm. Christiane posa une assiette sur la table, des tartines encore chaudes,
un café fumant. Mais personne ne toucha à rien. Le silence s'installa, un silence épais, seulement troublé par le tic-tac de l'horloge. Jacques reprit. « J'ai reçu un appel du doyen. Tes résultats sont catastrophiques. Tu crois que la vie, c'est une farce ?» Léopold serra les poings. Il voulait répondre, hurler même, mais quelque chose en lui se brisa. Il se leva brusquement, la chaise grinça. « J'en ai assez de vos sermons !» cria-t-il avant de quitter la pièce. Sa mère voulut le retenir, mais il monta 4 à 4 l'escalier, claqua la porte de sa chambre. Pendant plusieurs minutes, la maison resta muette. Christiane essuya une larme discrète. Jacques soupira, ramassa sa serviette et quitta la maison pour une promenade censée l'apaiser. Il ne savait pas que ce serait la dernière. Léopold, dans sa chambre, fixait le mur, la respiration rapide. Ses pensées s'embrouillaient, un mélange d'humiliation, de peur et de colère. Sur son bureau, un vieux couteau de chasse qu'il avait trouvé dans le grenier brillait sous la lumière du matin. Il n'y toucha pas. Pas encore. Vers midi, Christiane appela tout le monde à table. Jacques était revenu, les traits tendus, la voix froide. Le repas se passa dans un calme étrange, sans un mot. Puis soudain, la discussion reprit, presque mécaniquement. Le père, à nouveau, évoqua l'avenir, l'université, les valeurs de la famille. Léopold, au bord de l'explosion, murmura seulement « Vous ne comprenez rien ». Le ton était bas, mais il fit l'effet d'une gifle. Jacques se leva, furieux, et frappa du poing sur la table. « Je ne veux plus de ce comportement. Tu entends ?» Christiane tenta de s'interposer. Valérie recula, pétrifiée. Et dans ce chaos figé, le couteau sur le bureau en haut semblait attendre. L'après-midi s'étira, moite, silencieuse. Vers 17h, des voisins aperçurent Léopold sortir, l'air absent, traverser la rue en marchant lentement. Il semblait flotter, comme déconnecté du réel. Il revint 1 heure plus tard, une bouteille d'eau à la main, le regard vide, puis plus rien. Ce qui s'est passé ensuite, personne ne le vit. Ce fut le dimanche matin que l'horreur éclata. À 10h30, la police d'Uccle reçut un appel d'un jeune homme, la voix tremblante. « Venez vite, chez moi. Il y a du sang partout. » C'était Léopold. Quand les agents arrivèrent, ils trouvèrent le portail entrouvert, le silence total. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. L'un d'eux appela. « Police, il y a quelqu'un ?» Pas de réponse. Puis, l'odeur. Une odeur métallique, épaisse, insupportable. En avançant, ils découvrirent de la scène. Le salon en désordre, des traces de lutte, un tapis souillé et les corps. Jacques, allongé près du canapé, la chemise déchirée. Christiane, plus loin, effondrée contre le buffet. Valérie, dans le couloir, les yeux grands ouverts. 3 victimes. Et au centre de la pièce, debout, Léopold Storm, couvert de sang, les mains tremblantes, murmurant « Je ne me souviens de rien ». Les policiers se regardèrent, médusés. L'un d'eux s'approcha, doucement, l'autre pointa son arme, par précaution. Léopold ne bougea pas. Il paraissait ailleurs, prisonnier d'une brume intérieure. On l'emmena sans résistance. Dans la voiture, il fixait ses mains, répétant sans cesse « Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi ». Au commissariat, la nouvelle tomba comme un coup perré. 3 membres d'une même famille assassinés. Seul survivant, le fils. Très vite, la rumeur courut dans le quartier. Le garçon était étrange. Il parlait peu. Il semblait perdu depuis quelque temps. Certains évoquaient une dépression, d'autres un conflit ancien. Les médias flairèrent l'affaire du siècle. Le lundi matin, les caméras s'installèrent devant la maison. Les journalistes parlaient d'un drame familial incompréhensible. Léopold, en garde à vue, gardait le silence. On lui posa des dizaines de questions. Où était-il la veille? Pourquoi avait-il du sang sur lui? Comment expliquer qu'aucune trace d'effraction n'ait été trouvée? Il répondait à peine « J'ai dormi, je me suis réveillé, et ils étaient là. » Son avocat, commis d'office, tenta de le calmer, mais le jeune homme semblait incapable de suivre le fil de la conversation. Parfois, il éclatait en sanglots, parfois il fixait un point invisible, les lèvres tremblantes. Les enquêteurs notèrent cependant l'absence de blessures sérieuses sur lui. L'un d'eux, plus expérimenté, murmura à son collègue « On dirait un somnambule. » Le lendemain,
les premières analyses tombèrent. Aucune trace d'ADN étrangère. L'arme du crime, un couteau de cuisine, portait uniquement ses empreintes. Le scénario s'imposait, implacable. Il avait tué sa famille. Mais pourquoi? Le mobile manquait. Pas d'assurance, pas de dette, pas d'héritage immédiat. Seulement des disputes, des frustrations, et un fils qui se disait incompris. Le soir, dans sa cellule, Léopold demanda une feuille et un stylo. Il écrivit quelques mots. « Je voulais qu'ils m'écoutent. Maintenant, ils ne peuvent plus. » Il ne signa pas. Pendant ce temps, la Belgique entière découvrait le visage de l'accusé, un adolescent blond, au regard fuyant, qui semblait trop fragile pour un tel acte. Les débats s'enflammèrent. Était-il un monstre ou une victime? Un tueur lucide ou un jeune homme brisé par la pression familiale? Les journalistes exhumaient des détails sur son enfance, ses études, sa solitude. Un professeur raconta « Léopold était brillant, mais instable, parfois absent, parfois exalté. » Un ami ajouta « Il disait souvent qu'il voulait disparaître, que tout cela n'avait pas de sens. » Les enquêteurs, eux, cherchaient encore un fil logique. Ils fouillèrent son ordinateur, ses messages, ses dessins. Rien ne montrait une haine manifeste, mais tout respirait la confusion. Dans un dossier nommé « Silence », ils trouvèrent une série de textes courts, des réflexions sur la mort, la famille, la liberté. Une phrase revenait souvent. « Pour être libre, il faut briser le miroir. » Ce détail troubla les policiers. Le psychiatre appelé en renfort suggéra un épisode psychotique aigu, une rupture de la réalité. Mais les faits restaient là, froids, précis. 3 morts, un suspect, aucune autre piste. Dans les couloirs du commissariat, un inspecteur confia à demi-voix « Il y a des affaires où tout est clair, et d'autres où la logique s'effondre. Celle-ci, c'est un gouffre. » Le matin du 3e jour, le silence pesait sur le commissariat de Bruxelles comme une chape de plomb. Dans la salle d'interrogatoire, un néon vacillant jetait une lumière crue sur la table métallique. Face à lui, Léopold Storm paraissait minuscule. Les yeux rougis, les cheveux en désordre, les mains jointes comme pour une prière muette. Il ne disait presque rien. Le commissaire Van Meulen, un homme au visage buriné par 30 ans de carrière, observait chaque tressaillement, chaque souffle. Il avait vu des menteurs, des fous, des tueurs froids, mais celui-là ne rentrait dans aucune case. « Léopold, regarde-moi » dit-il calmement. Le jeune homme leva les yeux, sans colère, sans défense. « On veut comprendre, pas t'accuser pour accuser, mais aide-nous à comprendre. » Silence. Puis un murmure, à peine audible. « J'ai entendu du bruit, j'ai vu du sang. Après, je ne sais plus. » Van Meulen se pencha. « Tu ne te souviens pas d'avoir pris le couteau ?» Léopold secoua la tête. « Non, peut-être dans un rêve. » Les experts psychiatres avaient déjà commencé à se pencher sur son cas. L'un d'eux, le docteur Lemaire, nota « discours confus, déconnexion partielle de la réalité, absence d'émotions cohérentes, possibilité d'épisodes dissociatifs. » Mais pour la justice, la folie n'efface pas les faits. Dans le couloir, l'avocat commis d'office, maître Van Velde, rongeait son frein. Il savait que chaque minute passée sans version claire renforçait le dossier de l'accusation. Pourtant, en regardant ce garçon au regard vide, il ne voyait pas un meurtrier. Il voyait un abîme. Pendant ce temps, l'équipe scientifique fouillait encore la maison familiale. Rien n'avait été volé. Les téléphones étaient à leur place, l'argent aussi. Seule la montre du père manquait, mais on la retrouva plus tard dans le jardin, couverte de boue. Les corps avaient été disposés sans logique. Ni mise en scène, ni dissimulation. Juste la violence brute, immédiate. Une tornade. Sur la table de la cuisine, un détail attira l'attention. 3 tasses de café, pleines à moitié, encore tièdes, et un 4e gobelet, vide, comme si quelqu'un d'autre avait été là, puis était parti. Cette hypothèse fit frémir Van Meulen. « Et si on se trompait ?» demanda-t-il à voix basse à l'un de ses hommes. « Si quelqu'un avait manipulé ce garçon ?» Oui, c'est... Les caméras de surveillance du quartier furent examinées une à une. Aucun intrus, aucun mouvement suspect. Mais à 18h04, on vit Léopold rentrer chez lui, portant un sac plastique. À 20h13, les rideaux se fermaient. Puis, plus rien. L'obscurité. Et au petit matin, les morts. Tout semblait verrouiller le scénario du drame familial.
Léopold fut transféré à la prison de Saint-Gilles en détention préventive. La presse l'attendait devant le portail. Les flashs crépitaient, les micros jaillissaient. « Léopold, avez-vous tué vos parents ? Pourquoi ? Étiez-vous sous drogue ?» Il ne répondit pas. La voiture passa, les vitres teintées, avalant les questions. Dans les journaux du lendemain, son visage s'étalait en pleine page. Le fils meurtrier, un drame belge. D'autres titres parlaient de schizophrénie, de mal du siècle, de la jeunesse perdue. La télévision montrait des images de sa chambre, de son école, des bougies allumées devant la maison. On transformait sa vie en dossier public. En prison, les premiers jours furent un cauchemar. Il ne mangeait pas, ne parlait à personne. Un gardien raconta plus tard, il passait des heures assis sur son lit, à fixer le mur, comme s'il attendait un signe. Parfois, la nuit, on l'entendait murmurer « Maman, pardon ». D'autres fois, il répétait des phrases incohérentes. « Ils sont encore là, je les entends marcher ». Les psychiatres conclurent à une psychose temporaire. Mais le parquet, lui, resta ferme. Triple homicide avec préméditation. L'instruction avança lentement, minutieusement. Les reconstitutions, les expertises ADN, les rapports d'autopsie. Les médecins légistes confirmèrent. Les victimes avaient été frappées, chacune de plusieurs coups, rapides, précis. Pas de traces de lutte prolongée. Le père en premier, puis la mère, puis la sœur. Un enchaînement de gestes en quelques minutes. Trop ordonné pour un simple accès de folie, selon certains, mais trop impulsif pour un meurtre planifié, selon d'autres. Tout se jouait dans cette zone grise. Un après-midi, le juge d'instruction, Hélène Dumont, convoqua Van Meulen dans son bureau. « Vous y croyez, vous, à cette perte de mémoire ?» demanda-t-elle. Il haussa les épaules. « J'ai vu des coupables pleurer, des innocents rire. La mémoire est une bête étrange. » Elle soupira, regardant le dossier. 3 morts, un couteau, des empreintes. Et pourtant, j'ai la sensation que quelque chose cloche. Sur son bureau, les photos des corps semblaient la fixer. Elle détourna les yeux. Pendant ce temps, dans une cellule grise, Léopold commençait à écrire. Des pages entières, sans ponctuation, sans logique apparente. Des phrases sur le temps, sur la peur, sur la lumière. Dans un passage, il décrivait un rêve récurrent. Je marche dans une maison vide. J'entends ma mère chanter, mais quand je me retourne, il n'y a personne. Ces écrits furent saisis par la justice. Pour les uns, ils prouvaient la démence. Pour les autres, un appel à l'aide. Les mois passèrent. L'affaire devint un symbole, un miroir tendu à la société belge. Comment un fils bien élevé, cultivé, pouvait-il basculer dans l'horreur ? Était-ce la pression, la solitude, une maladie silencieuse ? Les débats divisaient psychologues, chroniqueurs et citoyens. On voyait dans son regard tantôt un monstre, tantôt un enfant perdu. Le jour de l'audience préliminaire, la salle était pleine. Léopold entra, tête baissée, menottes aux poignets. Dans la salle, quelques voisins, des journalistes et surtout des visages familiers, des proches de la famille Storm. Des regards de glace. Le juge parla lentement, rappelant les faits, les preuves, la chronologie. Puis l'avocat prit la parole. « Mon client n'est pas un tueur. Il est malade. Il ne se souvient pas. Et peut-être qu'il n'est même pas coupable. » Murmure. Les journalistes griffonnèrent, les flashs reprirent. Mais la majorité semblait déjà avoir choisi son camp. Après l'audience, Maître Van de Velde rendit visite à son client dans la salle d'attente du tribunal. « Léopold, il faut que tu me dises la vérité, toute la vérité. Si tu veux t'en sortir, on doit comprendre. » Le jeune homme leva lentement la tête. Ses yeux bleus semblaient éteints. « La vérité, elle change à chaque fois que je ferme les yeux. » L'avocat sentit un frisson le traverser. Une semaine plus tard, un nouveau rapport psychiatrique arriva. Léopold présentait des signes d'amnésie partielle liés à un traumatisme extrême. Le médecin précisa « Il est possible qu'il ait agi dans un état second, sans conscience claire de ses gestes. » Mais cela ne suffisait pas à écarter la responsabilité pénale. La justice belge, prudente, décida d'un procès aux assises. Dans les couloirs du palais, les rumeurs allaient bon train. Certains affirmaient que Léopold avait été manipulé par un ami, d'autres qu'il avait entendu des voix. Une journaliste, plus téméraire, prétendait qu'il existait un 4e membre de la famille, un oncle en froid depuis des années, peut-être revenu pour se venger. Rien ne fut prouvé. Mais les spéculations nourrissaient la légende. Et puis, un détail surgit. Un témoin, un facteur, affirma avoir vu, la veille du drame,
une voiture noire stationnée plusieurs heures devant la maison Storm. Sans conducteur visible. Les caméras du quartier, encore une fois, ne montraient rien de tel. Le mystère s'épaississait. Van Meulen, qui suivait encore le dossier malgré sa mutation prochaine, se demanda si cette affaire n'était pas vouée à rester une énigme. Un soir d'hiver, seul dans son bureau, il relut les photos, les témoignages, les croquis. Puis il tomba sur un détail qu'il avait oublié. Sur la table, à côté des tasses de café, un livre ouvert. Les Confessions de Rousseau. À la page 213, un passage souligné. « L'homme n'est ni bon ni mauvais. Il devient l'un ou l'autre selon les circonstances. » Était-ce Léopold qui l'avait surligné ou son père? Il resta longtemps à fixer ces mots, comme si la clé se trouvait là, entre les lignes. Le procès de Léopold Storm s'ouvrit un matin de juin sous un ciel bas et lourd. Devant le palais de justice de Bruxelles, la foule se pressait derrière les barrières métalliques. Des journalistes, des curieux, des étudiants en droit, tous venus voir ce jeune homme devenu, malgré lui, le visage du mal ordinaire. Dans la salle, les bancs grinçaient, les flashs clignotaient. Au centre, Léopold, costume sombre, visage blême, regard fixe. À ses côtés, Maître Van de Velde, l'air grave, ajustait ses dossiers. Le président du tribunal prit la parole d'une voix ferme. « L'audience est ouverte. L'accusé, levez-vous. » Léopold se leva, lentement, comme un somnambule tiré de son rêve. « Vous êtes accusé d'avoir, le 7 juin 2007, ôté la vie de votre père, de votre mère et de votre sœur. Que répondez-vous » Un silence immense. Puis une voix brisée. « Je ne sais pas. » Un murmure parcourut la salle. Un murmure parcourut. La première journée fut consacrée aux faits matériels. L'huissier lut, d'une voix mécanique, les rapports d'autopsie, les descriptions de scènes de crime. Chaque mot pesait une tonne. Plaie, hémorragie, lame de 14 cm. Les photos ne furent pas montrées, mais leur absence rendait l'horreur plus palpable encore. Dans le public, une femme sanglota doucement. L'avocat se pencha vers son client. « Tiens bon, ne dis rien sans que je t'y invite. » Léopold hocha la tête, mais ses doigts tremblaient. Puis vint le témoignage des voisins. Madame Wouter, une vieille dame vive, raconta « J'ai entendu des cris vers 20 heures. J'ai cru à une dispute. Dans cette maison, on se disputait parfois fort. » Le procureur saisit l'occasion. « Vous confirmez qu'il y avait des tensions ?» Elle hésita. « Oui. Le père voulait qu'il quitte la maison. Il disait qu'à 20 ans, il fallait apprendre à se débrouiller. » Le procureur se tourna vers le jury. « Voilà un mobile, mesdames et messieurs, la colère d'un fils rejeté. Y a pas, parce que c'était. » Mais l'avocat se leva aussitôt. Ou la souffrance d'un enfant fragile. Léopold n'était pas violent. Il écrivait, il étudiait, il rêvait. Ce soir-là, quelque chose a brisé son esprit. Le président rappela à l'ordre. L'équilibre fragile entre accusation et défense se jouait à chaque phrase. Le deuxième jour, ce fut au tour des experts psychiatres. Le docteur Lemaire prit la parole, lunettes sur le nez. L'accusé présente des signes évidents de dissociation. Il ne distingue plus clairement la réalité du souvenir. Pour lui, les événements du drame sont comme des images floues, sans ordre ni cohérence. Le procureur répliqua. « Mais il a nettoyé le couteau, il a rangé la table. Ce n'est pas l'acte d'un fou, c'est celui d'un homme qui sait ce qu'il fait. » Le maire soupira. « Ou celui d'un homme qui agit sans savoir pourquoi. » Dans la salle, les jurés prenaient des notes. Leurs visages fermés, impassibles, trahissaient une tension grandissante. Chaque mot, chaque intonation pouvait faire pencher la balance. Et pourtant, tout semblait glisser sur Léopold, comme si rien de ce monde ne l'atteignait plus. L'après-midi, un expert en criminologie fut appelé. Il analysa les gestes du tueur, rapide, précis, sans hésitation. Il y a une rage contenue dans ses coups, une rage ancienne, presque mécanique. Il montra un schéma, la trajectoire des lames, la position des corps. Léopold détourna le regard. « Arrêtez, je vous en supplie », murmura-t-il. Le président lui demanda de se rasseoir. Mais ce moment fit basculer l'atmosphère. Pour la première fois, on vit en lui non pas un monstre, mais un être humain terrifié par sa propre mémoire. Le soir, les journaux télévisés ouvrirent leurs éditions sur son visage. Les débats s'enflammaient. Coupable lucide ou victime de sa folie. Dans les cafés, les conversations s'envenimaient. Certains disaient « Il joue la comédie ».
D'autres, ce garçon est perdu. En prison, il recevait des lettres de soutien et des menaces de mort. Le pays entier semblait projeter sur lui ses peurs, ses jugements, ses blessures. Le 3e jour du procès, la parole fut donnée à un témoin inattendu, un ancien professeur de Léopold, un homme à la barbe grise qui parla d'une voix douce. C'était un élève brillant mais fragile. Il écrivait des poèmes tristes. Il avait peur du monde. Je me souviens qu'un jour, il m'a dit « J'ai peur de devenir quelqu'un que je ne reconnaîtrai pas. » D'un coup, un frisson parcourut la salle. Le procureur fronça les sourcils. « Vous insinuez qu'il pressentait son geste ?»« Non, » répondit le professeur. « Je dis seulement qu'il portait en lui une ombre. » Cette phrase resta suspendue, comme un écho. Une ombre. Oui, c'était bien le mot, car derrière le visage inexpressif de Léopold se cachait une obscurité dont nul ne connaissait les contours. Le 4e jour, la défense tenta de reconstruire le fil des événements. Maître Van de Velde fit projeter le plan de la maison. « Mesdames et messieurs du jury, regardez. Rien n'indique une préméditation, aucun signe d'organisation. Ce soir-là, Léopold a peut-être subi une crise, un effondrement psychique, mais il n'a pas agi par haine. » Le procureur se leva aussitôt. « Une crise, 3 personnes massacrées, et vous parlez de crise ?» L'avocat répliqua avec force. « Oui, une crise, car il ne s'est pas enfui, il ne s'est pas caché, il est resté là, hébété, jusqu'à ce que la police arrive. Est-ce que le comportement d'un criminel ?» Le président demanda le silence. Dans ce duel d'orateurs, la vérité semblait s'effriter un peu plus à chaque réplique. À la pause, dans les couloirs, les journalistes encerclèrent Van de Velde. « Maître, pensez-vous obtenir l'acquittement ?» Il répondit simplement. « Je ne cherche pas un acquittement, je cherche à comprendre. » Puis il s'éloigna, seul, le visage fatigué. Le 5e jour, le moment le plus attendu arriva. Léopold Storm allait être entendu. La salle retint son souffle. Il se leva, tremblant. « Léopold, racontez-nous ce que vous souvenez du 7 juin, » demanda le président. Long silence. Puis, d'une voix blanche. « Je me souviens d'une dispute. Mon père criait. Il voulait que je parte. Ma sœur pleurait. Maman disait de se calmer. Puis, un bruit, comme un éclat. Après, je me suis vu marcher. Et du sang partout. » Sa voix se brisa. « Je ne sais pas si c'était moi. J'ai voulu arrêter le temps. » Des larmes roulèrent sur ses joues. Le procureur prit la parole, implacable. « Vous êtes le seul survivant. Les empreintes sont les vôtres. Le couteau est le vôtre. Voulez-vous encore dire que vous ne savez pas ?» Léopold leva les yeux, soudain étrangement calme. « Je ne sais pas. Mais si c'est moi, alors je veux comprendre pourquoi. » Dans le public, un murmure, un souffle. Certains pleuraient, d'autres serraient les dents. L'avocat posa une main sur l'épaule de son client. « C'est assez. » Le président ordonna une suspension d'audience. Cette nuit-là, à la prison, Léopold écrivit encore. Sur un coin de feuille, « Je n'ai pas voulu mourir avec eux, mais quelque chose en moi est mort ce jour-là. » Ces mots furent retrouvés plus tard dans sa cellule, pliés sous un verre d'eau. Le dernier jour du procès, la tension était à son comble. Le procureur réclama la réclusion à perpétuité. 3 vies détruites, aucun remords clair. C'est le crime d'un être froid, méthodique. Puis vint la plaidoirie de la défense. Van de Velde parla longtemps, avec une émotion rare. « Mesdames et messieurs du jury, vous voyez devant vous un garçon perdu dans sa propre tête. Il n'y a pas de haine ici, seulement une douleur immense. Punir un esprit brisé ne rendra pas la vie à ceux qui l'aimaient. » Il s'interrompit, la voix tremblante. « Mais si vous croyez encore à la justice humaine, alors regardez-le, et demandez-vous s'il mérite la prison ou le pardon. » Le jury se retira. Les heures passèrent, lourdes, interminables. Puis la porte s'ouvrit. Le président prit la parole. « Léopold Storm, le jury vous déclare coupable. » Un cri jaillit du fond de la salle. 10 ans de réclusion. Pas la perpétuité, mais la condamnation. Léopold ferma les yeux, sans un mot, peut-être un souffle, un « merci » inaudible. Quand il fut escorté hors de la salle, la lumière du jour frappa son visage. Un journaliste murmura. Il sourit, mais ce n'était pas un sourire. C'était une ombre de paix, peut-être, celle d'un homme qui venait enfin de toucher le fond de son propre silence. Le palais de justice de Bruxelles se dressait dans la lumière grise d'un matin d'hiver. L'immense bâtiment, avec ses colonnes monumentales et son dôme,
semblait abriter non pas la justice des hommes, mais celle des spectres. Devant les grilles, les caméras s'étaient déjà installées, les journalistes murmuraient, les passants chuchotaient le nom du jeune homme comme s'il s'agissait d'un tabou, Léopold Storm. Vêtu d'un manteau sombre, il sortit du fourgon, entouré de policiers. Son visage était pâle, presque translucide, son regard absent. À cet instant, il ne semblait ni coupable ni innocent, seulement détaché du monde, comme si la réalité s'était dissoute depuis longtemps pour lui. Dans la salle d'audience, un silence de plomb s'abattit lorsqu'il entra. On aurait dit que chaque respiration, chaque battement de cœur résonnait dans les murs séculaires. La mère, le père, la sœur, tous absents, mais présents dans les photos que l'accusation brandissait. 3 visages, 3 sourires figés dans la mémoire collective. Le président du tribunal énonça les charges avec une voix grave. Triple meurtre avec préméditation. L'avocat de la défense, maître Delcroix, se leva à son tour. Un homme élégant, à la diction parfaite, mais le regard fatigué. Il savait que l'opinion publique avait déjà tranché depuis longtemps. Pour beaucoup, Léopold était le monstre du square Verhaeren, un fils qui avait retourné la lame contre son sang. Mais Delcroix, lui, voyait un jeune homme perdu, enfermé dans un labyrinthe intérieur que personne ne pouvait comprendre. L'accusation fit défiler les preuves, les traces d'ADN, le sang sur les vêtements, les empreintes sur le couteau. Tout semblait accabler Léopold. Et pourtant, dans chaque mot, chaque phrase, on sentait une hésitation, une faille. Pourquoi aurait-il tué ? Pourquoi d'une manière si violente, si désordonnée ? Ce n'était pas la froideur d'un criminel, c'était la tempête d'un être désintégré. Le psychiatre de la défense s'avança. Sa voix douce contrastait avec l'atmosphère électrique de la salle. Léopold présente des signes clairs de dissociation psychotique, expliqua-t-il. Il ne distingue plus les frontières entre réalité et fantasme. Cette nuit-là, il n'était pas lui-même. L'accusation bondit immédiatement. Et pourtant, il a nettoyé la scène. Il a fermé la porte à clé. Il a essayé de fuir. Ce ne sont pas les gestes d'un fou, ce sont ceux d'un homme lucide. La foule murmura. Léopold resta impassible, ses mains jointes sur la table. Son regard se perdait parfois vers le plafond, comme s'il guettait un signe invisible. Lorsqu'on lui demanda de parler, il se leva lentement. « Je ne me souviens pas, dit-il simplement. 3 mots. 3 mots qui laissèrent le tribunal suspendu. Il ne se souvenait pas, ni du sang, ni des cris, ni des corps. Tout ce qu'il percevait, disait-il, c'était une impression d'ombre, une silhouette mouvante dans la maison, quelqu'un d'autre, une présence. » L'audience éclata de murmures entre stupeur et mépris. L'avocat tenta de reprendre le contrôle. Léopold n'invente rien. Sa mémoire a été effacée par le choc. Mais les jurés, figés, semblaient déjà convaincus. Dans les rangs, une femme âgée pleurait doucement. C'était une cousine de la famille Storm. Elle chuchotait. « Il n'a pas pu faire ça. Pas lui. » À la pause, dehors, la pluie commença à tomber, lourde et silencieuse. Un journaliste alluma sa cigarette et dit à son collègue « Ce gosse, il est soit le diable, soit une âme brisée. Mais il n'y a rien entre les deux. » Le lendemain, un nouveau témoin fut appelé « un voisin ». Il avait entendu une dispute ce soir-là, vers 22h. Des voix s'étaient élevées, celle de la mère, autoritaire, celle du fils, tremblante, désespérée. Et puis, un silence. Ce témoignage jeta un froid. L'image d'une querelle familiale tragiquement dégénérée se dessinait. Léopold baissa les yeux, ses lèvres bougeant à peine, comme s'il murmurait une prière inaudible. Les experts continuèrent à s'affronter. Certains parlaient de dépression profonde, d'autres d'un accès de violence pathologique. Mais à chaque mot, la frontière entre raison et folie se brouillait davantage. L'avocat général, implacable, résuma « Nous ne jugeons pas un malade, nous jugeons un homme qui a ôté 3 vies. » Le silence retomba encore une fois. Au fond, derrière la vitre, un rayon de soleil traversa la pluie et illumina fugitivement le visage de Léopold. Pendant une seconde, il parut redevenir un enfant, perdu, innocent, presque fragile. Puis la lumière s'éteignit et le procès reprit sa marche mécanique vers le verdict. Le 5e jour du procès débuta dans une atmosphère presque religieuse. Le ciel, d'un gris de plomb, semblait peser sur la ville entière.
À l'intérieur du palais de justice, les visages étaient figés, les voix étouffées. Chacun sentait que quelque chose allait basculer aujourd'hui. Dans la salle d'audience, Léopold Storm était déjà assis, immobile, les mains jointes, les yeux dans le vide. Il ne regardait plus personne, ni son avocat, ni le juge, ni le public. Comme s'il avait compris que, quoi qu'il dise, le monde s'était déjà refermé sur lui. Devant lui, sur la table, reposait une photographie de sa famille. 3 sourires figés, 3 visages qui semblaient le regarder avec reproche. Le président du tribunal entra, suivi du jury. On entendit le grincement des bancs, le cliquetis d'un stylo, le froissement d'une robe noire. Le procès reprit son cours, mais quelque chose avait changé. L'air était lourd, presque irrespirable. L'avocat général prit la parole. Sa voix était ferme, tranchante, calculée. Ce dossier, mesdames et messieurs les jurés, est celui d'une tragédie domestique. Il n'y a pas d'inconnu, pas de complot, pas de tueur caché. Il n'y a qu'un fils, enfermé dans ses contradictions, qui a laissé exploser sa haine. Il marqua une pause, laissant les mots s'enfoncer dans la conscience de chacun. Léopold Storm n'a pas perdu la raison, il a perdu le contrôle, et la frontière entre les deux ne doit pas nous aveugler. L'avocat de la défense se leva à son tour. Delcroix semblait fatigué, presque abattu. Ses yeux cernés trahissaient les nuits blanches passées à relire les rapports, à chercher la moindre faille. Il commença calmement. Vous voyez devant vous un jeune homme de 20 ans, pas un monstre, pas un calculateur, pas un tueur froid, un être humain. Un être qui, depuis ce jour, vit enfermé dans un brouillard, dans un gouffre dont il ne sortira jamais. Vous pouvez le condamner, mais la vérité, elle, restera dans l'ombre. La salle demeura muette. Certains journalistes griffonnaient frénétiquement. D'autres observaient Léopold avec une fascination mêlée d'effroi. Puis vint le moment tant redouté. Le président demanda à Léopold s'il voulait dire quelque chose avant que le jury se retire. Le jeune homme leva la tête. Ses lèvres tremblèrent légèrement. « Je voulais leur dire que je les aimais », murmura-t-il. Une phrase si simple, si déchirante, qu'un murmure parcourut la salle. Une femme éclata en sanglots. Delcroix ferma les yeux, impuissant. Le jury se retira. Les heures qui suivirent furent interminables. Dehors, la pluie redoublait, frappant les vitres comme pour rappeler la violence des faits. Les journalistes campèrent devant le palais, attendant le verdict comme on attend un orage. Certains murmuraient déjà la peine maximale, d'autres parlaient de circonstances atténuantes. À l'intérieur, Léopold restait seul dans le box, observé en silence par 2 gendarmes. Par moments, il fermait les yeux, et son visage se crispait, comme s'il revoyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Les murs semblaient chuchoter les échos de cette nuit maudite. Lorsque le jury revint, un frisson parcourut la salle. Tous se levèrent. Le président prit le papier que lui tendit le greffier. Son ton était solennel, presque inhumain. « Léopold Storm, le jury vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. » Un cri étouffé se fit entendre dans la salle. Le jeune homme ne bougea pas. Il resta figé, le regard vide. Cependant, le jury reconnaît votre altération du discernement au moment des faits. Cette nuance, infime mais capitale, changeait tout. Il ne serait pas condamné à perpétuité. L'avocat ferma les yeux, soulagé et désespéré à la fois. Léopold, lui, murmura simplement « Merci ». Mais c'était un merci sans conviction, comme s'il ne comprenait plus vraiment la signification des mots. Quelques semaines plus tard, les journaux titraient « L'affaire Storm, la folie, le crime et le silence ». Dans les cafés, on en débattait encore. Certains disaient qu'il avait échappé à la justice, d'autres qu'il en était la plus pure victime. Mais la vérité, personne ne la connaissait. En prison, Léopold reçut une Bible, un carnet et quelques lettres anonymes. L'une d'elles contenait seulement une phrase. « Tu n'étais pas seul cette nuit-là ». Il la lut plusieurs fois, sans comprendre. Puis il la plia soigneusement et la rangea dans le carnet, sans jamais en parler. La cellule, froide et nue, devenait son seul monde. Chaque soir, il murmurait les prénoms de ses parents et de sa sœur, comme une litanie pour conjurer l'oubli. Et parfois, dans le silence, il croyait entendre une voix, celle de sa mère, douce et lointaine. « Tu n'as pas tout dit, mon fils. »
Les années qui suivirent le procès furent étranges, suspendues dans une sorte de brouillard. La Belgique avait tourné la page médiatique, mais l'affaire Storm continuait de hanter les consciences. Dans sa cellule à Nivelles, Léopold vivait au rythme des jours identiques. Réveil à 6 heures, promenade, repas, silence. Ses compagnons de détention l'appelaient « le fantôme ». Il ne parlait presque jamais. Il écrivait toujours dans ce petit carnet qu'il gardait sous son oreiller comme une relique. Ses pages se remplissaient de phrases hachées, de souvenirs brisés, de dessins d'escaliers, de portes, de visages sans yeux. Le psychiatre de la prison, le docteur Hermans, venait le voir chaque semaine. « Vous rêvez encore ?» lui demandait-il d'une voix douce. Léopold hochait la tête. « Toujours la même maison, disait-il. La porte est ouverte. J'entre. Il fait froid. Il y a quelqu'un à l'intérieur, mais je ne vois jamais son visage. Bah. Hermans notait, observait, doutait. Était-ce le délire d'un esprit malade ou la mémoire d'un trauma enfoui? Certains gardiens, eux, racontaient d'autres choses. Ils disaient qu'à certaines nuits, on entendait Léopold parler seul, dans le noir, avec des phrases qui ne lui appartenaient pas. Une fois, un surveillant l'avait entendu murmurer « Je ne voulais pas, c'est toi qui l'as fait ». Quand on lui demanda à qui il parlait, il répondit simplement « à l'autre ». Un matin, on le transféra dans une aile psychiatrique pour observation prolongée. Là, les murs étaient de blanc, la lumière trop forte, et les pas résonnaient comme dans un hôpital déserté. Léopold y passa ses journées à écrire, à observer les oiseaux par la fenêtre grillagée. Parfois, un souvenir remontait brutalement. Un parfum, une voix, le son d'un couteau sur une assiette. Il se recroquevillait alors sur lui-même, les mains sur les oreilles, jusqu'à ce que la crise passe. Hermans lui proposa l'hypnose. Léopold accepta sans grande conviction. La séance eut lieu un jeudi, à la lueur d'une lampe tamisée. Hermans parla lentement, invitant Léopold à revenir cette nuit-là. Le jeune homme ferma les yeux. Sa respiration s'accéléra. Puis il se mit à trembler. « Je vois la maison », dit-il. « La porte est ouverte, la lumière du couloir est éteinte, j'entends ma mère crier. » Sa voix se brisa. « Il y a du sang sur mes mains, mais il y a quelqu'un derrière moi, quelqu'un d'autre. Il me parle. Il dit que je dois finir ce que j'ai commencé. » Hermans resta figé. « Qui est-ce, Léopold ?» demanda-t-il. Le silence se fit, long, terrifiant. Puis une réponse, presque chuchotée. « Moi. Mais pas moi. » Hermans mit fin à la séance. Ce qu'il avait entendu le hantait. Il relut son rapport plusieurs fois avant d'écrire la conclusion, dissociation profonde. Double psychique. Possible trouble schizoïde latent avant les faits. Pourtant quelque chose clochait. Le psychiatre avait vu beaucoup de malades, mais jamais un regard comme celui de Léopold pendant la transe. Un regard vide, mais conscient, comme s'il observait quelque chose au-delà de ce monde. Les jours passèrent. Un soir, Hermans trouva sous la porte de son bureau une enveloppe sans nom. À l'intérieur, une feuille arrachée du carnet de Léopold. On y lisait, d'une écriture hésitante, « Tu crois qu'il n'existe pas, mais il m'attend. » Hermans sentit un frisson parcourir son dos. Le lendemain, il interrogea Léopold, qui jura n'avoir jamais glissé cette lettre. Pendant ce temps, dans la maison familiale Storm, désormais scellée depuis des années, un entrepreneur venu pour des travaux découvrit une chose étrange. Derrière un mur du salon, il trouva une cavité. À l'intérieur, des objets soigneusement rangés, un crucifix, une boîte en fer et un petit carnet brûlé sur les bords. La police fut appelée. Dans la boîte, un enregistrement sur cassette. La bande était abîmée, mais on distinguait des fragments, des voix, des pleurs, un cri étouffé, puis une phrase glaciale. « C'est ton tour, maintenant !» Les enquêteurs rouvrirent le dossier discrètement. On parla d'un complément d'enquête, d'un élément matériel oublié. Rien ne filtra dans la presse, mais Hermans, lui, fut convoqué pour avis. On lui fit écouter la cassette. À la fin, il blêmit. « La deuxième voix, dit-il, ce n'est pas celle de Léopold. » Il jura l'avoir reconnue. C'était une voix plus grave, plus rauque, presque métallique, comme si un écho humain déformé s'était enregistré par accident. Les policiers, sceptiques, notèrent sans commentaire. Pourtant,
Cette phrase, « c'est ton tour », resta gravée dans tous les esprits. Cette nuit-là, dans sa cellule, Léopold se réveilla en sursaut. Quelqu'un semblait avoir murmuré son prénom à son oreille. Le carnet était ouvert sur son bureau, bien qu'il se souvînt l'avoir fermé. Sur la dernière page, une phrase qu'il n'avait pas écrite, « Tu m'as laissé là-bas ». Et pour la première fois depuis des années, Léopold se mit à hurler. Depuis la découverte du carnet et de la cassette, le calme apparent du dossier Storm s'était fissuré. Les autorités, soucieuses d'éviter tout scandale, avaient fait taire l'affaire. Le public n'en saurait rien. Mais dans les couloirs de la prison, le nom de Léopold commençait à circuler à nouveau, comme une rumeur qui refusait de mourir. On disait qu'il parlait la nuit, qu'il ne dormait plus, qu'il se mettait à écrire des mots incompréhensibles sur les murs de sa cellule. Le docteur Hermans, lui, notait tout dans un dossier secret qu'il gardait sous clé. Plus il observait Léopold, plus il avait la sensation qu'une présence s'était glissée dans cette affaire. Quelque chose d'indéfinissable entre le psychologique et l'invisible. Un matin d'hiver, Léopold fut trouvé debout, face au mur, immobile depuis des heures. Sur la paroi, tracée au bout de ses doigts, des phrases répétées à l'infini. « Il est revenu. Il me regarde. Il veut sortir. » Hermans l'interrogea plus tard, calmement. « Qui est revenu, Léopold ?» Le jeune homme sourit faiblement, un sourire presque enfantin. « Vous ne comprenez pas, docteur. Il ne vient pas de dehors. Il vient de moi. » Cette phrase tourna dans la tête du psychiatre pendant des jours. Il tenta de rationaliser. Délire schizophrénique, culpabilité projetée, création d'un double intérieur. Pourtant, chaque fois qu'il croisait le regard de Léopold, il y voyait quelque chose d'autre. Une conscience partagée, une fracture où deux réalités semblaient cohabiter. Les autres détenus évitaient désormais sa cellule. Un gardien, un soir, confia à Hermans. « J'ai entendu deux voix, docteur. L'une douce, fatiguée, et l'autre plus basse, comme un écho. Pourtant, il était seul. Hermans demanda qu'on vérifie les caméras. Mais à l'heure indiquée, la bande vidéo montrait Léopold assis sur son lit, immobile, le regard fixé sur le mur. Pourtant, un bruit faible se glissait dans le micro de surveillance, un chuchotement presque imperceptible, comme une respiration à côté de lui. Les semaines passèrent. Hermans remarqua un changement. Léopold semblait plus calme, mais aussi plus distant. Ses écrits prenaient une tournure étrange. Des phrases dans une langue inconnue, des dessins circulaires, des symboles qu'aucun expert ne parvenait à identifier. Un jour, il montra au psychiatre une page où l'on lisait « Ce qui est sous la peau se souviendra toujours ». « Qu'est-ce que cela signifie » demanda Hermans. « Vous le saurez » répondit Léopold, « quand vous entendrez sa voix. » Le soir même, Hermans crut entendre un bruit dans son bureau, pourtant fermé à clé. Un froissement léger, comme si quelqu'un feuilletait un dossier. Lorsqu'il entra, le carnet de Léopold était posé sur son bureau, ouvert à une nouvelle page. 3 mots, tracés d'une main différente, « Je suis libre ». Le lendemain, on retrouva Léopold allongé dans sa cellule, les yeux ouverts, le visage paisible. Son pouls était faible, mais il respirait. À côté de lui, sur le mur, une empreinte sanglante, celle d'une main beaucoup plus grande que la sienne. Les gardiens affirmèrent qu'aucun autre détenu n'avait pu entrer. La caméra, encore une fois, s'était figée pendant plusieurs minutes à cause d'une interférence technique. Lorsqu'il reprit connaissance, Léopold ne parla pas un mot. Mais dans ses yeux brillait une lueur nouvelle, un éclat que Hermans décrivit plus tard comme étranger. Peu à peu, des événements étranges se multiplièrent. Un autre détenu, dans la même aile, se plaignit d'entendre des coups derrière les murs la nuit. Un infirmier vit une silhouette dans le couloir, haute, maigre, se déplaçant sans bruit. Les caméras ne montraient rien. Hermans tenta de convaincre la direction d'un transfert de Léopold vers une unité plus surveillée, mais la demande resta bloquée. Pas de nouvelles vagues médiatiques, avait dit le directeur. Une nuit, alors qu'il travaillait seul dans son bureau, Hermans reçut un appel interne. Une voix d'homme, grave, lente. Il n'est plus seul. « Qui est à l'appareil » demanda-t-il, la gorge serrée. La ligne se coupa net. Le lendemain, on trouva le docteur pâle, tremblant, incapable d'expliquer ce qu'il avait vu sur les enregistrements audio de la cellule. 2 respirations, 2 voix, une même phrase répétée. Ce n'est pas fini. Quelques jours plus tard, Léopold demanda à écrire une dernière lettre. Il la remit scellée au psychiatre, demandant qu'elle soit ouverte seulement si quelque chose lui arrivait. Hermans accepta.
Il ne savait pas que cette lettre deviendrait la clé d'un dernier mystère. Car le 23 février, à l'aube, la prison fut secouée par une panne d'électricité totale. Quand le courant revint, la cellule de Léopold était vide. La porte verrouillée, les barreaux intacts. Sur le lit, un simple mot, écrit à la craie, « Il est dehors ». La salle d'interrogatoire du commissariat de Poitiers était éclairée par des néons blafards qui faisaient paraître chaque visage plus fatigué, chaque geste plus lourd. Vanessa Mellet, assise en face du capitaine Desforges, semblait être une autre femme que celle des photographies diffusées par la presse. Ses cheveux blonds étaient ternis par la poussière des jours passés dehors. Ses mains tremblaient. Elle fixait la table de métal sans un mot. Desforges posa calmement le dossier sur la table. « Vanessa, on vous cherche depuis 12 jours. Vous savez combien de personnes vous ont cru morte ?» Un silence. Seul le bourdonnement du néon. « Pourquoi être partie ?» Vanessa releva enfin les yeux. Ils étaient rougis, mais secs. « Parce que je savais qu'ils allaient me faire taire. » Le capitaine fronça les sourcils. « Ils ? Qui ça ?»« Ceux qui ont tué Marc. » Le nom tomba comme une lame. Marc, son mari. Celui qu'on avait cru disparu dans un accident de bateau 3 ans plus tôt, au large de La Rochelle. Le dossier, classé depuis longtemps, revenait soudain en surface. Vanessa poursuivit, la voix cassée. « Je n'ai jamais cru à l'accident. Marc avait découvert quelque chose, dans les comptes de la société de son frère. Il voulait parler. Et puis, un soir, il a disparu. Quand j'ai commencé à poser des questions, j'ai reçu des menaces. Des appels anonymes, on a crevé mes pneus, on a laissé une photo de moi dans la boîte aux lettres avec une croix dessus. » Desforges nota chaque mot. Les mains jointes, il l'écoutait avec attention, conscient que cette histoire pouvait tout renverser. Pourquoi avoir attendu 3 ans ? J'ai essayé de reconstruire ma vie, mais il y a 3 semaines, quelqu'un est venu me voir. Une femme. Elle m'a dit qu'elle avait connu Marc, qu'elle savait où il était mort, et qu'on ne devait pas parler ici, à Poitiers. Cette femme, vous pouvez la décrire. Brune, une 40aine d'années, manteau beige. Elle s'appelait Isabelle, ou du moins, c'est le nom qu'elle m'a donné. Elle m'a donné rendez-vous près de la vieille usine textile, à Châtellerault. Quand je suis arrivé, il y avait juste sa voiture, et du sang sur le siège. Vanessa se tut. Desforges sentit la tension grimper dans la pièce. « Vous avez fui à ce moment-là » Elle hocha la tête. « Je me suis caché. J'avais peur qu'il croie que c'était moi. Puis j'ai entendu parler de l'enquête sur ma disparition à la télévision. Je ne voulais plus courir. Je suis venu me rendre. » Desforges se leva, alla vers la vitre sans teint. Derrière, l'inspectrice Morel qui observait la scène fit signe d'un regard « on la croit ». Mais la vérité, pensait le capitaine, ne tenait jamais qu'à un fil. « Vanessa, on va rouvrir le dossier de votre mari. Mais il faut que vous me disiez tout ce que vous savez sur la société de son frère. Les menaces, les comptes. » « Oui, mais... » Elle hésita, puis ajouta dans un souffle. « Il y a quelqu'un dans la police qui est impliqué. » Le silence qui suivit fut si épais que l'air semblait se figer. « Vous en êtes sûr ?» demanda Desforges, lentement. Marc me l'avait dit avant de disparaître. Il m'avait juste laissé une phrase, sur un papier. « Ne fais confiance à personne en uniforme. » Dehors, la pluie battait contre les vitres du commissariat. Un orage grondait, et Desforges comprit que ce n'était que le début. La pluie n'avait cessé de tomber toute la nuit, traçant sur les vitres du commissariat des lignes sinueuses semblables à des cicatrices. Le capitaine Desforges n'avait pas dormi. Il était resté, seul, dans son bureau, relisant le dossier Mellet. 3 ans d'un silence pesant, 3 ans d'une mort classée par manque de preuves. Et soudain, Vanessa réapparaissait avec des accusations précises, des noms, une peur palpable. Quelque chose ne collait pas. Ou, au contraire, tout commençait enfin à s'imbriquer. Au petit matin, il convoqua son équipe. « On reprend tout depuis le début, dit-il d'un ton tranchant. Marc Mellet, 39 ans, comptable de formation, associé minoritaire de la société de son frère, Philippe Mellet. Disparu en mer le 12 août 2019. Bateau retrouvé à la dérive, pas de corps. Dossier classé accidentel. » L'inspectrice Morel, les yeux cernés, feuilletait les rapports. À l'époque, Philippe a tout pris en main. Déclaration de décès, gestion de l'entreprise, rachat des parts du frère, disparu. Rien de suspect sur le papier. Justement, trop propre, on va creuser. Ils contactèrent les archives judiciaires, ressortirent les comptes de la société Mellet Bâtiments, spécialisée dans la rénovation d'immeubles anciens. Un détail frappa tout de suite Morel. À partir de 2018,
de fortes sommes d'argent avaient transité vers une filiale fantôme enregistrée à Gibraltar. « Gibraltar ?» répéta Desforges. « Qu'est-ce qu'une PME de Poitiers fout là-bas ? Évasion fiscale. Blanchiment, proposa Morel. Ou pire, répondit-il en fixant la ligne du transfert. Peut-être un moyen de financer autre chose. À midi, Desforges décida d'interroger Philippe Melet. L'homme, élégant, sûr de lui, se présenta au commissariat dans une voiture de luxe. Costume impeccable, sourire contenu. « Capitaine, quelle surprise! Je suppose que vous me convoquez à cause de cette... mascarade ? Votre belle-sœur n'est pas morte, monsieur Melet. Elle a survécu, et elle a parlé. » Philippe esquissa un rire sec. « Vanessa est une femme fragile, vous savez. Après la mort de Marc, elle a eu du mal à se remettre. Ces histoires de complot, vous ne pouvez pas la prendre au sérieux. » Desforges le fixait, impassible. « Et pourtant, tout ce qu'elle dit correspond à des anomalies dans vos comptes. Vous pouvez m'expliquer pourquoi 320 000 € ont été virés sur un compte enregistré sous le nom IMC Trading Limited ?» Un silence s'installa. L'assurance de Philippe vacilla un instant avant qu'il ne se reprenne. « Je ne gère pas la comptabilité, capitaine. Ce sont nos partenaires étrangers. »« Ah oui ? Et le fait que ces transferts aient cessé précisément la semaine où votre frère a disparu. » Le regard de Philippe se durcit. « Je vois. Vous cherchez un coupable. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Marc avait des dettes. Beaucoup. Il jouait. Il s'est mis dans une situation intenable. Il a probablement mis en scène sa propre mort. C'est tout. » Desforges comprit qu'il ne tirerait rien de plus. Mais, quand Philippe quitta la salle, Morel murmura « Il ment, j'en mettrai ma main au feu. Je sais, et je crois qu'on va devoir fouiller plus loin que ses comptes. » Le soir même, ils retournèrent dans la maison où vivaient autrefois Marc et Vanessa. Fermée depuis 3 ans, elle sentait la poussière et le renfermer. Vanessa les accompagna, tremblante. Marc avait un bureau au sous-sol. Il y allait souvent tard la nuit. J'y suis à peine descendu depuis sa disparition. En ouvrant la porte du sous-sol, une odeur d'humidité et de métal les frappa. Le faisceau des lampes révéla des piles de dossiers, un vieux ordinateur et un coffre rouillé. Desforges s'accroupit. « Vous avez la clé ? » ?»« Non, je ne savais même pas qu'il existait. » Morel tenta de le forcer. La serrure céda après quelques secondes. À l'intérieur, des liasses de documents, des relevés bancaires, des photos d'immeubles, des plans annotés, et un carnet noir, usé, avec les initiales MM. Desforges l'ouvrit. À l'intérieur, des pages pleines de chiffres, de dates et de noms. Certains barrés, d'autres entourés en rouge. Mais au milieu, une phrase attira leur attention. « S'il m'arrive quelque chose, c'est que Philippe n'a pas agi seul. Cherche dans les chantiers de la rue de la Croix-Blanche. » Vanessa blêmit. « Cette rue, c'est l'un de leurs anciens chantiers. Une maison abandonnée, il me semble. » Desforges referma le carnet. « Alors c'est là qu'on va aller. » Au moment où il remontait l'escalier, le téléphone de Morel vibra. Un message anonyme venait d'arriver. « Arrêtez de creuser, vous ne savez pas à qui vous touchez. » Elle pâlit. Desforges, lui, eut un sourire glacé. « Au contraire, dit-il, je crois qu'on commence à comprendre.